ADN, acide désoxyribonucléique. 3 lettres qui ont révolutionné le monde du crime. Dans les années 90, l'affaire Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, installe cet acronyme sur la scène judiciaire. En 15 ans, l'ADN est devenu la reine des preuves, surtout depuis le fichier centralisé des empreintes génétiques qui permet de confondre un assassin des années, des décennies même après son crime. L'ADN ne ment jamais et le monde du crime essaie de s'adapter à cette nouvelle donne. Petit précis de manipulation génétique. Sandrine Valade, comment devient-on expert en génétique? Pour devenir expert en génétique, donc, il faut avoir fait des études de biologie ou de génétique humaine. Et puis ensuite, il faut intégrer un laboratoire de police scientifique. Et c'est l'expérience, le nombre d'affaires qu'on va traiter, qui va faire qu'on va pouvoir prétendre être expert en génétique judiciaire. Aujourd'hui, on demande des expertises génétiques dans pratiquement tous les dossiers criminels, ou presque, non? Dans tous les dossiers criminels, dans tous les dossiers également délictuels, dans le cadre de la délinquance de masse. Donc effectivement, dans tous les dossiers, pratiquement, il y a une recherche, une demande d'analyse ADN qui est faite. Vous ne vous déplacez pas sur place pour faire des prélèvements? Non. Alors, on ne se déplace plus, car à l'origine, lors de la création des laboratoires de police scientifique de Paris, moi, quand j'ai intégré le laboratoire en 1987, on allait sur les lieux, on procédait au prélèvement de tracés indices. Ensuite, donc, ces tracés indices étaient ramenés au laboratoire et on faisait les analyses. Très rapidement, il s'est avéré que c'était impossible, évidemment, vu le nombre d'affaires qui augmentait. Et donc, on a formé donc, des gens, des policiers, qui vont sur les lieux et qui procèdent donc au prélèvement de tracés indices. Ils ont une formation initiale et une formation continue. Donc ces policiers, on les appelle les gestionnaires de scènes d'infraction. Les GSI, oui. Oui, GSI, c'est la police. TIC, technicien d'identification criminelle, ce sont les gendarmes. Tout à fait. Eux vous remettent les prélèvements, vous sortez un ADN. Voilà. Concrètement, l'ADN, c'est quoi? C'est une molécule qui donc a une structure de double hélice. En double hélice, on parle aussi d'escalier en colimaçon. Cette molécule est contenue dans le noyau des cellules de notre organisme. C'est en fait le plan de fabrication des protéines. Elle est formée d'un alphabet de 4 lettres. Donc ce sont les maillons de cette chaîne, donc un alphabet de 4 lettres. Et donc cette molécule est très intéressante pour nous parce qu'il y a des fragments de cet ADN, des séquences de cet ADN qui sont les gènes, que tout le monde connaît. Mais entre les gènes, il y a donc ce qu'on appelle les zones intergéniques qui vont nous intéresser, nous, en génétique judiciaire, car il y a des régions, des segments, des fragments, des marqueurs qui vont être très différentes d'une personne à une autre. Très différent, ça veut dire que c'est infaillible. Il y a 7 milliards d'individus sur la Terre, chacun a son ADN? Chacun son ADN, à part les vrais jumeaux. Donc effectivement, là, on ne peut pas faire la différence. Les vrais jumeaux auront le même profil génétique. La seule différence pourra être faite grâce aux empreintes digitales. Donc c'est une donnée vraiment fiable? C'est une donnée très fiable. Une donnée qu'on n'a pas toujours eue. C'est seulement en 1998, avec l'affaire Guy Georges, que la police scientifique française a fait sa révolution génétique. Le 24 janvier 1994, Catherine Rocher est retrouvée morte dans un parking parisien. Elle a été égorgée dans sa voiture. Ce qui frappait, c'était, je dirais, une espèce de sauvagerie. C'est-à-dire que vraiment, la victime, le véhicule, était maculé de sang. Et je dirais, en second lieu, ça a été confirmé par la suite, c'était le sentiment, pas tout de suite, mais assez rapidement, qu'il y avait là quelque chose de dérangeant, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de démarche particulière, peut-être perverse, ce qui a été confirmé par la suite, notamment par l'autopsie, car il a été établi que le corps de Catherine Rocher présentait un certain nombre de blessures réalisées par arme blanche, mais certaines de ces blessures n'étaient pas, étaient superficielles, c'est-à-dire donc ne pouvaient pas causer la mort. Donc manifestement, l'auteur avait à terme porté des coups mortels, mais avait eu une démarche. Peut-être était-ce pour faire avouer certaines choses, un compte bancaire ou que sais-je, mais en tout cas une démarche qu'on peut assimiler à de la torture. En plus de ces sévices, Catherine Rocher a été violée. Malheureusement, les pistes sont maigres pour coincer le tueur. Pas d'empreinte digitale, pas non plus de traces génétiques. 10 mois plus tard, le 9 novembre 1994, je dirais que d'une certaine manière, il y a un rebondissement, car mademoiselle Elsa Benadi a été agressée dans la nuit
à peu près dans les mêmes conditions. Elsa Benadi, 22 ans, violée, torturée et égorgée dans un parking parisien. Un crime qui fait immanquablement penser à celui de Catherine Rocher. Les policiers sont sur les dents. Sont-ils face à un tueur en série, un tueur des parkings? La scène de crime est passée au peigne fin. Dans la voiture de la victime, les enquêteurs trouvent un premier indice, une tache de sang sur un prospectus. Ce sang ne correspondait pas à celui de la victime. Et là, pour la première fois, je dirais, pour nous, groupe Pellegrin, qui avons en charge 2 affaires s'étant déroulées dans les parkings, avec un certain nombre de similitudes, nous avions quelque chose qui pouvait être exploitable, et qui était même peut-être beaucoup plus important. Il s'agissait, dans l'absolu, peut-être en tout cas, du sang de l'auteur. Mais nous sommes en 1994, et il n'existe encore aucun fichier pour comparer cette fameuse tache. Pas de fichier des empreintes génétiques des criminels. Alors, le dossier est archivé, dans un laboratoire d'analyse génétique de Nantes, en espérant qu'un jour, cette tache de sang, cet ADN, puisse être comparé à celui d'un suspect. Le 9 décembre 1994, le 36 quai des Orfèvres est à nouveau en ébullition. Le corps d'Agnès Nieschkamp, une décoratrice d'intérieur hollandaise de 33 ans, est retrouvé dans son appartement, près de la Bastille. Là encore, comme pour les 2 précédentes affaires, il s'agit d'un crime sexuel particulièrement horrible. On est dans cet petit appartement d'Agnès Nieschkamp où il y a cette scène de crime où elle est allongée sur son lit, dénudée, égorgée. Et c'est une scène de crime donc extrêmement violente. On comprend aussi qu'il y a eu des violences sexuelles. Sur le corps de la victime, les enquêteurs retrouvent des traces de sperme. Une empreinte génétique qui est aussitôt comparée à la trace de sang retrouvée dans la voiture d'Elsa Benadi. Mais ça ne coïncide pas, ça ne matche pas dans le langage policier. Ce crime n'a a priori rien à voir avec les meurtres des parkings. Il est donc confié à un autre groupe d'enquêteurs de la crime, des policiers qui font le rapprochement avec une 4e affaire. Nieschkamp nous fait penser extraordinairement à l'affaire Escarfaille, parce qu'il y a des similitudes. Pascal Escarfaille, violée et égorgée elle aussi à son domicile, près de Montparnasse, le 24 janvier 1991. Il était 23h30. Cette étudiante en droit rentrait d'une soirée chez des amis. Son meurtrier l'a suivie dans le hall de son immeuble, puis il s'est précipité dans son appartement. En revanche, sur cette scène de crime, il n'a laissé aucune trace. Les enquêteurs en sont persuadés, il y a bien 2 tueurs. Celui des appartements pour Pascal Escarfaille et Agnès Nieschkamp, et celui des parkings qui a tué Cathy Rocher et Elsa Benadi. Alors, quand Hélène Frinking est retrouvée égorgée dans son appartement du 10e arrondissement, le 8 juillet 1995, la brigade criminelle n'a aucun doute. Le tueur des appartements a encore frappé. Ils en ont même la preuve avec son ADN, le même que chez Agnès Nieschkamp. Donc on a cette empreinte, mais qu'est-ce qu'on en fait? On est seulement capable de dire c'est le même. Mais on n'a pas de fichier, donc on ne peut pas trouver à qui elles appartiennent. Donc c'est ce qu'on appelle l'empreinte inconnue X. C'est extrêmement frustrant parce que c'est vrai qu'on a le sentiment sur la scène de crime d'avoir des éléments qu'on n'a pas toujours. Hein. Il y a des tas de scènes de crime qui sont encore moins riches que ça en éléments. Et pour autant, il est vrai, il n'est pas identifié. On sait qu'il y a quelqu'un de potentiellement extrêmement dangereux dans la nature et c'est une espèce de course contre la montre. Le tueur rôde. Et le 16 juin 1995, il frappe à nouveau. Mais pour la première fois, il rate son coup. Sa victime parvient à s'échapper. De l'ADN retrouvé sur un mégot de cigarette confirme que c'est bien le tueur des appartements. On demande à la jeune rescapée de dresser son portrait robot. Pendant ce temps-là, l'autre tueur, celui des parkings, semble avoir fait une pause. Mais les enquêteurs continuent leur traque. Ils décident d'entendre tous les détenus arrêtés pour des agressions sexuelles dans la capitale. En septembre 1995, Guy Georges en fait partie. Il vient de tomber pour avoir tenté d'agresser une femme
dans le 3e arrondissement. Et en s'enfuyant, il a perdu ses papiers. Nous avons, avec l'accord du magistrat, donc décidé d'extraire celui qui s'est avéré être Guy Georges, afin de l'entendre sur nos 2 affaires. En septembre 1995, Guy Georges est une piste parmi tant d'autres. Mais, par acquis de conscience, nous avons quand même décidé de demander un prélèvement sanguin, tout simplement car, je le rappelle, dans le cadre de l'affaire Benadi, nous avions cette tâche que nous avions relevée sur la scène de crime, et il nous fallait demander d'extraire l'ADN, de faire une comparaison entre le sang de Guy Georges et par ailleurs la tache de sang qui a été découverte sur les lieux. À l'époque, on faisait des prélèvements sanguins pour comparer les profils génétiques. Comment ça marchait? Alors à l'époque, avant la comparaison en profil génétique, on procédait donc à les prélèvements sanguins déjà pour comparer les groupes sanguins, avant les analyses génétiques. Et donc effectivement, ensuite, si vous voulez, par l'habitude probablement, on a continué donc à procéder à des prélèvements sanguins pour les analyses génétiques. Et très rapidement, c'est les prélèvements salivaires qui sont devenus beaucoup plus faciles à mettre en œuvre pour obtenir le profil génétique. Comment ça se passe un prélèvement? Vous pouvez nous montrer ça? Oui, bien sûr. Donc là, vous allez ouvrir la bouche. Donc, ça fait pas mal? Pas du tout. Cet embout, vous allez le mettre sous la langue pour humecter un petit peu. Et ensuite, je vais vous badigeonner donc l'intérieur de la joue pour récupérer vos cellules buccales que je vais déposer sur ce papier. C'est quoi? C'est un papier buvard? C'est un papier buvard donc, qui est traité en fait pour fixer l'ADN, pour récupérer l'ADN, fixer et protéger. Donc une fois qu'on a fait ce dépôt, donc vous voyez là ça se colore, hein, c'est une preuve que le dépôt a bien été effectué. Et donc c'est à partir de ce morceau de papier qu'on va procéder à un prélèvement. Et il suffit en fait d'un de ces petits trous pour obtenir le profil génétique d'une personne. C'est-à-dire qu'on a assez d'ADN, on a assez de cellules à partir d'un petit trou pour obtenir le profil génétique d'une personne. Et à la fin donc, de toutes ces manipulations, qui prennent quand même un certain temps, on obtient donc le profil génétique d'une personne. Ici, vous avez les régions d'ADN, donc ici, sur lesquelles on travaille, dont je vous ai parlé au tout début, sont des régions donc hors gènes, intergéniques, qui sont intéressantes car très différentes d'une personne à une autre. À chaque pic correspond un chiffre. Et c'est donc ces chiffres qui vont être envoyés au fichier. Ça, c'est quand on prélève sur une personne. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Vous prélevez parfois sur des objets. On prélève sur tous les types d'objets qui vont nous être transmis donc, par le service, qui ont pu être prélevés donc, sur une scène de crime. Alors sur cette cagoule, on va pas savoir a priori où prélever. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de récupérer donc, de la salive de l'auteur présumé. Pour ça, on a des techniques dites d'orientation, parce qu'elles vont nous orienter pour savoir où prélever. Alors, c'est-à-dire que cette cagoule donc, va être placée sur une feuille de papier. Cette feuille, au préalable, a été badigeonnée d'un produit chimique qui va réagir fortement en présence de salive. Donc, on va mettre notre cagoule entre 2 feuilles de papier. Et voilà ce qui se passe après révélation. Donc, on voit très bien qu'ici, la réaction s'est avérée très positive. Donc, on a une présence de salive à cet endroit-là. Et à partir de ça, maintenant qu'on a localisé notre zone intéressante sur cette cagoule, on va procéder à un prélèvement de ces cellules à cet endroit-là, à l'aide d'un écouvillon stérile qu'on va humidifier. Et donc, on va ensuite frotter, badigeonner la zone d'intérêt, donc la zone qui supporte les cellules qui nous intéressent. À partir de ce coton-tige, on va donc le découper et le mettre dans ce petit tube. Et donc, le coton ici, donc, qui supporte les cellules qui nous intéressent, donc, va être lavé et va subir tous les processus analytiques. De la même façon que je vous ai montré précédemment pour le prélèvement salivaire, on obtiendra donc à l'issue le profil génétique. Mais ce type de prélèvement, effectué sur Guy Georges, ne donne rien quand il est comparé à la trace de sang. Et rien dans son interrogatoire n'en fait un suspect, ni aux yeux des policiers qui enquêtent sur le tueur des parkings, ni pour ceux qui recherchent le meurtrier des appartements. D'autant que la rescapée, à qui est présenté Guy Georges, ne le reconnaît pas. Du coup, personne ne songe à comparer son ADN à celui retrouvé chez Agnès Nischkamp. Guy Georges est reconduit à Fleury-Mérogis, où il finit tranquillement sa peine. Il est libéré 2 ans plus tard, et 3 mois après sa sortie, les crimes reprennent. Le 23 septembre 1997, une étudiante est retrouvée égorgée à son domicile dans le 19e arrondissement. Magali Sirotti. Sur la scène de crime, aucun indice. Tout le monde pense au tueur des appartements, mais là encore, personne ne fait le lien avec la sortie de prison de Guy Georges. 1 mois et demi plus tard, Estelle Magde, 25 ans,
est à son tour retrouvé, égorgé et violé dans son appartement du quartier de la Bastille. Le mode opératoire est toujours le même, et là encore, le tueur a laissé de l'ADN. Donc lorsque sur la scène du crime d'Estelmagde on retrouve un vêtement taché de sang, on s'aperçoit que c'est un mélange de sang d'une part de la victime et d'un autre individu. Et là, on s'aperçoit bien évidemment que c'est encore le même individu que celui que l'on pourchassait sans succès, qu'on essayait d'identifier sans succès depuis 1994. Un homme qu'il faut à tout prix arrêter, avant qu'il ne commette un nouveau meurtre. Le juge Thiel va tenter un coup de poker. J'ai pris la décision de faire effectuer des recherches systématiques dans tous les laboratoires qui faisaient de la génétique, qu'il s'agisse des laboratoires publics ou qu'il s'agisse des laboratoires privés, voire même des experts privés qui avaient été amenés à effectuer des recherches dans le cadre d'expertises judiciaires. J'estimais qu'il était de mon devoir de magistrat de passer outre à l'insuffisance d'outils et j'ai essayé de m'en créer un moi-même. Chaque dossier papier est donc ressorti des archives et comparé visuellement. Un travail titanesque. C'était une solution de la dernière chance. C'était un des derniers moyens qu'on avait pour identifier rapidement ce tueur en série. Et c'est comme ça qu'on va retrouver Guy Georges en l'identifiant, en le comparant, puisqu'il avait le même code génétique que ce fameux ADN inconnu. L'ADN de l'assassin d'Agnès Nieschkamp, d'Hélène Frinking et d'Estelmagde est enfin comparé à l'échantillon qui avait été prélevé sur Guy Georges en 1995, lorsqu'il avait été extrait de sa prison et entendu par les enquêteurs du 36. Et ça correspond. Quand on apprend l'identification de l'auteur, du tueur en série que l'on traque depuis tant d'années, c'est forcément la première seconde un soulagement, une certaine satisfaction pour l'enquête. Et dans les secondes qui suivent, une immense frustration, parce qu'on se dit, mais c'est inouï, ce garçon est passé dans nos murs, enfin, donc on a tourné autour, enfin, il s'est passé, donc quelque chose a échappé. 2 jours après, le 26 mars 1998, Guy Georges est arrêté place Blanche, dans le 9e arrondissement de Paris, et inculpé pour les 3 meurtres où son ADN a parlé. En garde à vue, il finit par avouer 2 autres meurtres, ceux de Pascal Escarfaille et Magali Sirotti, tués dans leurs appartements, où son ADN n'avait pas été retrouvé. Dans la foulée, Guy Georges reconnaît encore les 2 meurtres des parkings, celui d'Elsa Benadi et celui de Catherine Rocher. Il devra donc répondre de 7 homicides au total. Si un fichier génétique avait fonctionné à cette époque, on aurait été certainement beaucoup plus vite et en tout cas on aurait pu identifier dès l'été 1995 l'auteur des faits. Magali Sirotti et Estelmagde n'auraient alors jamais croisé la route de Guy Georges. Le 5 mars 2001, le tueur de l'Est parisien est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Sandrine Valade, cette affaire Guy Georges, c'est la première fois ou l'une des premières fois où l'ADN donne directement le nom de l'auteur. Oui, tout à fait. Cette affaire Guy Georges, c'était la révolution, un tournant dans la police scientifique. Ça a permis la création du fichier national automatisé des empreintes génétiques, donc le FNAEG. Et avant ça, comment est-ce que les ADN se présentaient comment? C'était des bandes, c'était la même chose? C'était des bandes, c'était ce qu'on appelait donc les codes barres, communiquement les codes barres, effectivement, où on comparait, mais il fallait donc la comparaison, on ne transmettait pas les données dans un fichier. Alors comment on les comparait? Il fallait avoir donc le profil génétique, donc le code barre obtenu à partir de la trace, et en comparaison, bien sûr, l'auteur présumé pour pouvoir comparer dans le laboratoire. On ne transmettait pas, le fichier ne faisait pas la comparaison. C'était pas de l'informatique, c'était visuel? C'était visuel. C'était exactement comme des codes barres. On prenait 2 feuilles et on comparait les codes barres. Enfin, c'est beaucoup de temps, c'était très long, c'était fastidieux, il fallait beaucoup d'ADN, donc c'est pas du tout les mêmes techniques qu'on utilise aujourd'hui. Et le jour où on a mis au point le FNAEG, on a pris tous ces ADN-là, on les a installés dans le FNAEG ou entrés dans le FNAEG? Voilà, alors effectivement, ça s'est pas fait si simplement que ça, la création du FNAEG et son alimentation. Mais effectivement, à compter de la date de création du FNAEG, donc de 98, là on a pu alimenter et donc transmettre au fichier tous les profils génétiques obtenus. Et à l'époque de la création du FNAEG, ça ne s'est pas fait sans réaction? Alors la mise en œuvre, ça a été lourd. C'était quand même un fichier, c'est pas anodin, donc un fichier d'empreintes génétiques. Donc ça ne s'est pas fait très simplement. Alors dans ce fichier, on enregistre quel profil?
Alors dans ce fichier, on enregistre donc les profils génétiques qu'on obtient à partir de traces donc inconnues, c'est-à-dire les traces qu'on va trouver sur les lieux d'une infraction. Donc là, on transmet, ce sont des traces dites non résolues. Donc elles sont transmises au FNEG. Donc des ADN inconnus. Des ADN inconnus. Dans ce fichier, on a également tous les profils génétiques obtenus, donc à partir des prélèvements faits sur les personnes condamnées et sur les personnes mises en cause. Donc ce fichier regroupe tous ces profils génétiques. Combien de fiches au total? Actuellement, il doit y avoir un peu plus de 2 millions de profils génétiques. Depuis sa création, le fichier national des empreintes génétiques a permis d'aider à résoudre des milliers d'affaires. Longtemps, parfois même très longtemps après les faits. 20 ans après, dans l'affaire Robert Graner. Villeneuve-les-Avignon, dans la banlieue d'Avignon. Le 8 décembre 1987, Evelyne Boucher, une lycéenne de 16 ans, a disparu sur le chemin qu'elle prenait en rentrant de l'école. Disparue après être descendue de l'autobus. Le lendemain, son corps est retrouvé à 7 km de chez elle. Un crime atroce qui ne laisse aucun doute sur le mobile. Outre les traces qui montrent que vraisemblablement il y a eu des rapports sexuels contraints et forcés sur cette jeune fille, elle a été frappée sauvagement et elle a été ensuite exécutée d'une balle dans la tête. C'est vraiment d'une grande sauvagerie et c'est une agression qui se termine de sang-froid par un exécuteur. Le caractère sauvage de cette agression faisait que ce fait divers tragique prenait particulièrement à cœur les gens qui en étaient chargés, comme les professionnels de la justice. Toute la police judiciaire d'Avignon se mobilise pour que ce crime ne reste pas impuni. Les enquêteurs se raccrochent au moindre témoignage. Or, l'une des copines de classe d'Evelyne a observé une scène étrange. Alors que la lycéenne venait tout juste de descendre du bus, elle a fait le chemin en sens inverse. Je regarde par la fenêtre et je vois Evelyne qui passe dans une voiture. Donc je suis très surprise et en fait c'est justement pour ça que je m'en suis rappelée, c'est parce qu'on était en début de semaine, on était mineurs à l'époque et donc ça m'a beaucoup surprise de voir qu'elle pouvait sortir un soir de semaine. Elle était toute seule assise à l'arrière et il y avait une seule personne à l'avant, le conducteur bien évidemment. Je me suis bien penchée pour reconnaître Evelyne et le conducteur évidemment je l'ai regardé puisque je ne connaissais pas par curiosité, je voulais voir à quoi il ressemblait, avec qui elle sortait un soir de semaine. Ce que je peux dire, c'est que c'était une petite voiture du genre R5, enfin vraiment la petite voiture de l'époque évidemment, et de couleur plutôt claire. On fait des recherches à non plus finir en préfecture, on vérifie toutes les Renault 5 de couleur claire. C'est un travail phénoménal au niveau policier, on ne trouve jamais cette voiture. Il reste un autre indice à exploiter, le sperme retrouvé sur le corps d'Evelyne. C'est la piste de la dernière chance. À travers les prélèvements biologiques qui ont été effectués, qui prouvaient la présence de sperme dans l'organisme et dans les parties intimes de la jeune Evelyne Boucher, on se dit qu'on a vraiment beaucoup d'éléments qui pouvaient permettre d'identifier rapidement, le pensions-nous, l'auteur des faits. Mais à la fin des années 80, si les prélèvements effectués sur une victime permettent de savoir s'il y a eu viol ou non, impossible en revanche de confondre l'auteur grâce à son ADN. Alors, en attendant que la science progresse, on conserve précieusement tous les échantillons. Les années passent. L'enquête est au point mort. Pas de suspect, pas d'arme du crime, aucun élément nouveau. Il faudra patienter 6 ans. En 1993, la police scientifique franchit un cap. Désormais, il est possible de déterminer l'empreinte génétique d'un coupable à partir du sperme, de la salive ou du sang qu'il a laissé sur la scène du crime. Des dizaines de comparaisons ADN sont alors effectuées dans l'entourage d'Evelyne pour retrouver son assassin. Tout le monde y passe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, sauf à quitter l'objectivité, de mettre de côté des personnes. Et ce sont le propre beau-père, le propre père d'Evelyne Boucher, qui sont également vérifiés, et de nombreuses personnes du voisinage. 2 fois je suis passé à l'ADN. Moi je passerai 18 fois si vous voulez à l'ADN. Comment se passent les prélèvements à grande échelle quand on prélève beaucoup de monde ? Alors ça arrive assez rarement en France, mais c'est vrai que ça a été fait donc, à l'époque pour l'affaire Caroline Dickinson.
À Pleine Fougère. À Pleine Fougère. Donc nous sommes allés 2 week-ends de suite, donc prélever les villageois. Tous les hommes en fait devaient être prélevés de 15 à 60 ans. Donc en 2 tranches, en 2 week-ends, on a prélevé donc tous les hommes de Pleine Fougère. Vous vous souvenez combien de personnes? Ça représentait 300 prélèvements, je pense à l'époque. 300 personnes ont été prélevées, oui. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça coûte? Alors, de ce que ça a coûté à l'époque, non, mais certainement beaucoup plus que ce que ça coûterait aujourd'hui. Depuis les analyses génétiques, donc les coûts ont diminué. Aujourd'hui, 300 prélèvements, ça serait à peu près un peu plus de 10 000 €. Est-ce qu'on a le droit de refuser un prélèvement? Oui, on a le droit. Il y a des gens qui refusent d'être prélevés. C'est pas bien vu, c'est assez mal vu de refuser le prélèvement, parce que c'est suspect quand même, a priori, mais enfin bon, c'est un droit. Il faut savoir aujourd'hui que ces personnes sont passibles quand même d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende en cas de refus. Donc alors, quelqu'un qui refuse, moi je refuse un prélèvement, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que vous avez comme recours? Alors, il y a une petite astuce, effectivement. Le Code de procédure pénale prévoit maintenant qu'on peut récupérer donc, du matériel biologique qui se serait naturellement détaché de l'intéressé. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il fallait essayer de nous traduire ça. Alors, du matériel biologique, j'essaye de traduire, ça peut être des cheveux, par exemple, récupérés, donc laissés par la personne et donc récupérés. Donc, et nous, on procéderait donc à la détermination du profil génétique à partir de ce cheveu. Donc, c'est une voie détournée, en fait, pour obtenir le profil génétique de la personne. Mais pour avoir recours à ce tour de passe-passe, encore faudrait-il avoir un suspect. Et les policiers qui travaillent sur le meurtre d'Evelyne n'en ont pas vraiment. Alors les enquêteurs pensent à Roberto Succo, le tueur en série italien. Pendant 10 mois, il a sévi des 2 côtés des Alpes. Et quand Evelyne a été tuée, Succo était dans la région. Problème, il est mort. Il s'est suicidé en prison. On est allé jusqu'en Italie pour exhumer près de Venise, à Mestre, le corps de Roberto Succo, afin de faire un prélèvement d'un os de son squelette pour en extraire l'ADN. Mais l'espoir s'effondre, car la comparaison est négative. Roberto Succo est innocent et les enquêteurs doivent donc repartir de zéro. Le temps passe de plus en plus et on commence quand même à être non pas désespéré, mais à se dire que la vérité qui nous semblait être pouvoir toucher du doigt dans les heures qui ont suivi la découverte de ce crime, cette vérité s'est estompée. Moi, j'y croyais plus, mais il y avait quelque chose qui me disait « continuons ». Mais je ne croyais plus parce que le temps faisait son œuvre. C'est déjà difficile de trouver un assassin dans les mois qui suivent. Alors des années passant, il fallait un miracle. Il fallait un miracle. Voilà. Alors, quand le FNAEG est créé en 1998, c'est une aubaine pour les enquêteurs. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques va peut-être tout changer. Le FNAEG, c'est un fichier qui va nous permettre d'identifier des traces biologiques laissées sur les scènes d'infraction et les rapprocher d'un auteur éventuel d'infraction. L'espoir renaît, car si l'assassin d'Evelyne a déjà été condamné, si son nom est dans le FNAEG, alors il pourra être confondu. J'ai l'absolue certitude qu'il faut verser notre résultat biologique au fichier national des empreintes génétiques. C'est évident. C'est évident. Il ne faut jamais oublier, en dépit du temps passé, le facteur chance dans un dossier criminel. Mais ça ne donne rien. Les seuls à être fichés sont les assassins, les violeurs et les délinquants sexuels connus. Ce n'est visiblement pas le cas du meurtrier d'Evelyne. En 2003, l'utilisation du fichier automatisé va être étendue. On a décidé effectivement d'étendre le périmètre du fichier et d'y inclure la délinquance générale, et ce qui est actuellement effectivement le cas puisque pratiquement tous les crimes et les délits sont concernés par le FNAEG. Les ordinateurs du FNAEG moulinent de plus en plus belles pour comparer ces milliers d'ADN nouveaux à celui retrouvé sur les lieux du meurtre d'Evelyne. Et en juin 2006, ça match. J'ai une réaction de soulagement inouï et de très grande émotion.
Il s'est écoulé 19 ans depuis les faits, et je ne vous cache pas que c'est un des moments les plus émouvants de ma carrière, c'est évident. L'ADN du meurtrier d'Evelyne, c'est celui de Robert Grener, un pompier d'Avignon de 54 ans. 3 ans auparavant, le 16 mai 2003, il s'était violemment battu sur le parking du Pont du Gard avec un agent de sécurité, pour une simple histoire de ticket de stationnement perdu. Mais une histoire qui l'oblige à se soumettre à un prélèvement de salive pour un fichage au FNAEG. Monsieur Grener a été très réticent à ces prélèvements, à savoir qu'il a été convoqué à plusieurs reprises par les gendarmes en charge du dossier du prélèvement. Les gendarmes sont venus sur place, il a refusé les prélèvements. Et enfin, au bout de quelques temps, il a été forcé en 2005 de donner son ADN. Robert Grener ne peut plus échapper à son interpellation. Pour meurtre, 19 ans après les faits. Dès son arrivée, je procède moi-même à ses premières auditions. Monsieur Grener reste toujours, on va dire, hautain, droit, fier. À aucun moment il ne s'est énervé en disant « je n'ai rien à faire là, je ne veux pas répondre à vos questions ». Dès lors que le nom d'Evelyne Boucher est prononcé, Monsieur Grener se bloque. Il nie absolument tout. Il nie de suite connaître Evelyne Boucher. D'ailleurs, il dit même ne jamais avoir entendu ce nom et ce prénom-là, n'avoir jamais entendu parler de cette affaire qui pourtant a été très médiatisée. Et il nie vraiment tout en bloc. Monsieur Grener, à ce moment-là, se ferme un peu comme une huître. Et même les évidences, en fait, il les repousse. Il dit que ça ne peut pas être son ADN, qu'il y a une erreur, qu'elle ne sait pas à quel niveau a pu être commise cette erreur, si c'est au niveau du laboratoire, si c'est au niveau des prélèvements, mais en tous les cas, son évidence à lui et ses déclarations, c'est qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Il s'obstine, mais rien n'y fait. Toutes ces contestations sont balayées par la reine des preuves, l'ADN. Depuis le début, cette enquête est basée sur l'ADN. Mais pour moi, c'est pas convaincant. Parce que cet ADN prouve que mon mari a une relation sexuelle, mais ne prouve pas qu'il l'a violée, qu'il l'a tuée. Qu'est-ce qu'il aurait pu reprocher à Evelyne Boucher? Je ne comprends pas, il n'y a pas de mobile. Ce sont là les limites de l'ADN, car les preuves génétiques attestent effectivement de la relation sexuelle, mais pas du meurtre. Le problème de Robert Grener, c'est que pour lui, une femme, c'était un objectif, c'était une target, donc une cible. Voilà. Donc pour lui, tout était bon. Une jeune, une vieille, une femme libre, une femme mariée. Enfin, à partir du moment où c'était une femme, il n'y avait pas de problème. Un séducteur ou un homme violent à la sexualité déviante? On parle maintenant de parties fines qui tournaient mal à la caserne. Les tournantes ont été confirmées par les pompiers eux-mêmes et étaient le fait d'un petit groupe, d'un petit comité qui se connaissait bien, qui était bien amis. Ce n'était pas le fait de toute une caserne, mais plutôt, on va dire, d'une équipe. Cette violence nous laisse penser en fait que M. Grener a bien pu commettre les faits qui lui sont reprochés et sont à rapprocher notamment de la violence qui a été commise sur la personne d'Evelyne Boucher. Robert Grener, lui aussi, avance ses arguments. L'arme du crime, jamais retrouvée. La voiture vue par des témoins, ce n'était pas la sienne. Le pompier s'accroche à sa version et clame son innocence jusque devant les assises. Ce qui me porte depuis 4 ans, c'est ce que mon mari m'a dit au bout de 48 heures de garde à vue, où il m'a pris les mains en me regardant fixement et il avait les yeux rougis, fatigués par 48 heures de garde à vue, où il m'a dit « Tini, je ne l'ai pas violée, je ne l'ai pas tuée ». Pour moi, c'est une certitude. Il est innocent. Il n'a pas le profil, il est innocent. Mais l'ADN emporte la conviction de la justice. En première instance, comme en appel, Robert Grener est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Quand un fichier donne un nom, comme dans l'affaire Grener, est-ce qu'il y a ensuite une vérification humaine? Oui. Il faut savoir que le FNAEG est un outil de rapprochement. Donc il va permettre de rapprocher, de matcher, on dit dans notre jargon, mais il y a toujours un expert derrière qui doit valider ce rapprochement. Donc on nous confie toujours le rapprochement et on demande à un expert de le valider dans un rapport qu'on doit rendre donc, au magistrat ou au service de police. Qu'est-ce que vous faites de différent? Le FNAEG, il a rapproché 2 profils.
Alors qu'est-ce que vous allez faire Absolument. Visuellement, vous allez travailler visuellement ou utiliser une autre machine? Alors vous savez, parfois on obtient donc des ADN incomplets, c'est-à-dire qu'on n'a pas une réponse pour tous les segments d'ADN analysés. Donc là, on va essayer de compléter ce profil si c'est possible. En tout cas, on va donner notre évaluation en tant qu'expert. Est-ce vraiment le même profil ou pas? C'est vrai que si les profils sont complets, si on a une réponse pour tous les enfin surtout pour le profil obtenu à partir de la trace qui est le plus délicat dans tous les segments d'ADN analysés, on va quand même donner une évaluation statistique. On va consigner ça dans un rapport. Il faut que l'expert valide ce rapprochement. Un ADN incomplet, qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire qu'on travaille donc sur plusieurs segments de cet ADN dont je vous ai parlé tout à l'heure, plusieurs régions qui, encore une fois, sont intéressantes pour nous parce qu'elles sont différentes d'une personne à une autre. Et parfois, quand on a un ADN qui est dégradé, ou un ADN ou une trace très faible, c'est-à-dire très peu de cellules, on n'aura pas une réponse pour tous ces fragments d'ADN. On aura quelques réponses. On aura cet ADN, ce profil génétique sera incomplet. C'est un bout d'ADN, c'est un morceau d'ADN. On peut dire que c'est un bout d'ADN. Qu'on ne sait pas exploiter actuellement. Voilà. Si on l'entre dans le fichier, ça ne va pas matcher avec une vraie trace. Ça va matcher, c'est-à-dire qu'on va envoyer le nombre de segments qu'on aura obtenus. On a un nombre de segments minimum quand même à transmettre au fichier, hein, sinon l'outil ne pourrait pas, enfin ça moulinerait si je puis me mettre un peu trop. Mais donc on va quand même transmettre ce profil partiel, on parle de profil partiel plutôt que d'ADN incomplet, on va quand même le transmettre. Et à ce moment-là, d'où l'importance de valider le rapprochement qui va nous être transmis par le fichier. Parce qu'effectivement, ça pourra, si on transmet au fichier, imaginons qu'on transmette au fichier un profil trop partiel, il y aura peut-être plusieurs candidats en rapprochement. Donc ça sera à nous de valider, de confirmer ou d'infirmer ces rapprochements. Et est-ce qu'un jour, à partir de ces profils incomplets, on va pouvoir, parce qu'ils ne deviendront pas complets, on gardera la même quantité d'ADN imparfaite, est-ce qu'on va pouvoir les faire parler et obtenir des informations? On pourrait imaginer, alors on espère, ça serait l'évolution souhaitable, de travailler peut-être sur d'autres fragments d'ADN que sur ceux sur lesquels on travaille actuellement, qui nous permettraient donc d'obtenir une réponse sur d'autres régions d'ADN et pourquoi pas faire parler ces ADN incomplets. Oui. Quand un ADN est entré dans le fameux fichier, il est entré à vie? Alors, quand c'est une trace non résolue, elle est effectivement enregistrée dans le fichier et elle est retirée quand elle devient résolue. En revanche, pour les personnes condamnées, donc là, le profil génétique va être conservé pendant 40 ans et pour les personnes suspectes pendant 25 ans. Mais il n'y a pas que les policiers et les gendarmes qui manipulent l'ADN. Immanquablement, certains criminels ont compris que la génétique pouvait embarquer leurs enquêteurs sur de parfaites fausses pistes. Jean-Luc Caillez a bien failli réussir. Sa victime, Audrey Joannet, vivait à Soisy-sur-Seine, près d'Évry, dans l'Essonne. Une ville tranquille de 7000 habitants, où elle avait grandi dans une résidence bien calme. Mais le 15 septembre 2005, plus de nouvelles d'elle. Depuis 2 jours, Audrey semble avoir disparu. L'étudiante est majeure, elle a 24 ans. La police ne peut donc rien faire. Alors, ses proches tentent de trouver des réponses à leurs questions dans l'appartement d'Audrey. Dans la chambre, tout était nickel, hormis les sacs qui traînaient de son retour du Brésil. C'est tout. Et puis, après, on est revenu dans le salon, on a discuté, on a essayé d'appeler pas mal de coups de fil pour savoir où était Audrey. En vain. On ne savait toujours pas où était Audrey le soir même, avant d'aller se coucher, quoi. Mais en fouillant un peu plus l'appartement, sous le lit, l'horreur. La jeune fille est nue, ce qui peut éventuellement faire penser à un crime à caractère sexuel. Qu'elle a été glissée donc, sous un lit, donc on imagine bien qu'elle n'y est pas allée toute seule. De plus, les marques de strangulation et les marques de lien, pour nous, en tout cas, dès ce moment-là, ne laissent aucun doute sur la nature criminelle du décès. Il existe des lésions de violence sur les avant-bras, aux chevilles, mais aussi et surtout à la tête, au crâne. Elle a reçu des coups très violents qui ont occasionné des hématomes importants. Mais pour coincer le criminel, il faut des indices. Une des premières choses qui est remarquée, c'est qu'il n'y a aucune trace d'effraction, que ce soit au niveau de la porte d'entrée ou au niveau des fenêtres, puisqu'on se trouve sur un appartement au 2e étage, et que bien qu'il y ait entre guillemets un certain désordre dans l'appartement, il semble plus consécutif à un manque de rangement, plus qu'à une lutte qui aurait pu s'opérer. C'est donc quelqu'un qui connaissait Audrey. Mais qui ? On recherche des traces papillaires, des traces d'éléments pileux, des fibres, des cheveux, etc. Et dans le cas présent, on ne découvre rien, quoi.
C'est l'autopsie du corps d'Audrey qui donnera les premiers éléments. On retrouve des traces de sperme dans sa bouche et dans ses parties intimes. C'est pas une trace ADN qui est découverte ailleurs dans l'appartement ou dans l'immeuble. Non, là, c'est une trace ADN qui est découverte sur la victime et dans la victime. Donc pour nous, c'est vrai qu'on part, entre guillemets, un peu confort en se disant, voilà, il faut trouver quelqu'un à comparer, parce qu'une trace ADN, il faut la comparer à quelque chose. Mais on a quand même un indice matériel important. Un indice essentiel qui confondra avec certitude le meurtrier. Et un suspect? Les enquêteurs en ont déjà un, Jean-Luc Caillez, 48 ans, le gardien de l'immeuble où vit Audrey. Un bon gardien, en apparence. C'est vrai que dès le départ, l'attitude de M. Caillez nous a paru aussi bien à moi, aux techniciens qu'aux enquêteurs, assez bizarre. Il était vraiment très présent dans le déroulement de l'enquête, si vous voulez. Il était devant sa loge et en permanence, lorsque nous passions, il demandait où c'en était. Cette attitude de quelqu'un qui se présente très vite au contact des enquêteurs, d'être très présent, voire trop présent au cours de l'enquête, c'est une attitude qu'on remarque souvent, justement, chez les auteurs de ce type de crime. Beaucoup de curiosité et un passé qui n'est pas pour rassurer les enquêteurs. Jean-Luc Caillez a été condamné pour de petits larcins, mais surtout, en 84 et en 91, pour 2 viols. Il tente de nous rassurer en nous disant, de toute façon, je n'ai plus de libido, j'ai subi un traitement de castration chimique. Soit. C'est à ce moment-là qu'on commence à se dire, après tout, pourquoi pas, il faudrait quand même qu'on s'intéresse à ce gardien. Et ce qu'ils découvrent en faisant leur enquête de voisinage vient renforcer leurs soupçons. L'homme ne semble pas en avoir complètement fini avec ses démons. Nous découvrons qu'une habitante, un an et demi auparavant, au mois de mars 2004, a déposé plainte à la gendarmerie contre lui parce qu'elle l'a surpris en train de pénétrer à son domicile avec un double de la clé dont elle ignorait l'existence. Le témoignage est très intéressant parce qu'elle nous dit que depuis son arrivée dans cette résidence, quelques semaines avant cet incident, elle ne sentait pas M. Caillez. Elle trouvait qu'il avait une attitude particulière, qu'il était constamment là lorsqu'elle sortait, trop présent. C'est trop présent pour que ce soit du hasard. En plus, il avait une attitude et un regard qui lui faisait très clairement ressentir qu'il s'intéressait à elle, mais d'une manière sexuelle, pas de celle d'un gardien vis-à-vis d'un de ses habitants. Ça fait beaucoup. Les enquêteurs placent donc Jean-Luc Caillez en garde à vue, 3 jours après la découverte du corps d'Audrey. Ils ont une idée bien précise en tête. Ils lui demandent tout de suite de se soumettre à un test ADN qui pourra, ils en sont persuadés, confondre le gardien. C'est une chose qu'on attendait, entre guillemets, avec impatience, de voir la réaction qu'il aurait au moment du prélèvement de son ADN. Et là, dans son cas, on est étonné parce qu'effectivement, il marque aucun intérêt, ou en tout cas, il ne semble pas du tout réfractaire à nous donner son ADN. Les prélèvements de la salive de Jean-Luc Caillez partent au laboratoire pour être comparés au sperme retrouvé sur Audrey. Pendant ce temps-là, dans le bureau des gendarmes, ils discutent de tout, de rien, mais ils n'avouent pas. C'est quelqu'un qui connaît bien la machine judiciaire, qui connaît bien les interrogatoires, et que c'est potentiellement l'auteur d'un crime sexuel, ou en tout cas qui, de manière sûre, l'a été dans le passé. Autant il parle facilement des vols ou des cambriolages qu'il a pu commettre, autant quand on parle des crimes sexuels, là, on sent qu'il n'aime pas ces mots-là, il n'aime pas prononcer ces mots-là, et il a envie qu'on passe vite dessus. Donc, il ne faut pas le brusquer. Il faut, tant qu'on peut, ne pas lui montrer qu'on le juge en tant qu'homme. Les enquêteurs rongent leurs freins en attendant les conclusions de la comparaison ADN. Et quand elles tombent enfin, après plusieurs heures, pour eux, c'est une claque. Car les résultats sont négatifs. Mais ça, ils se gardent bien de le dire à Caillez. Ils n'ont donc rien contre lui, et donc plus vraiment de raison de le maintenir en garde à vue. Mais c'est pourtant ce qu'ils vont faire. Et là, on se dit que bon, c'est peut-être le moment justement d'appuyer un petit peu plus, d'enfoncer un peu plus le clou, et puis de jouer notre va-tout. Alors ils vont le cuisiner, encore, et appuyer sur la corde sensible. Pour lui, sa mère, c'est comme pour tout le monde, c'est une maman, mais là encore plus, c'est vraiment ce dernier rocher, ce dernier récif auquel on peut s'accrocher en cas de tempête.
Et puis il a commencé à nous dire qu'il avait parlé d'Audrey à sa mère. Donc là, quand il nous a cité le prénom d'Audrey, on a eu un déclic. Puisqu'on s'aperçoit que dans les premières heures de la garde à vue, il ne nous parle jamais d'Audrey. C'est toujours Mademoiselle Joannet. Et on insiste là-dessus en disant, mais vous l'appelez par son prénom. On n'appelle pas quelqu'un par son prénom, quelqu'un qu'on ne connaît pas ou avec qui on n'a pas un lien d'intimité. Et en plus, à votre mère. C'est à votre maman. Et là, il y a un blanc. Jean-Luc Caillez ne répond pas. Il y a un silence pesant. Au bout de plusieurs secondes, il va se prendre la tête dans les mains. Il va rester encore silencieux et immobile pendant quelques secondes. Il va se redresser. Et là, il nous dit, c'est moi. C'est moi qui l'ai fait. Un des éléments les plus marquants de cette garde à vue, c'est que de lui-même, comme ça, il va nous dire ça a été long, et lui nous dit, lui, la personne qui l'a tué, nous dit c'était long, ça a été atroce. Alors que l'ADN l'avait mis hors de cause, Jean-Luc Caillez livre des aveux circonstanciés sur les 24 heures pendant lesquelles il a violé, torturé et tué Audrey Joannet. Les enquêteurs ne comprennent plus rien. Comment se fait-il alors que l'ADN retrouvé sur Audrey ne soit pas le sien, ne soit pas celui de Caillez? La réponse qu'il leur fait va les sidérer. Il a récupéré un préservatif usagé. Il l'a ramené chez lui, il a prélevé le sperme qui se trouvait dans ce préservatif avec une seringue et il a placé cette seringue au congélateur. Il s'agit de préservatifs récupérés dans les poubelles de sa résidence, à l'intérieur de sacs dont il connaît la propriétaire, dont il sait qui est l'occupante qui les jette. Cette idée, Jean-Luc Caillez l'avait eue en regardant une série américaine à la télé, une série sur la police scientifique. Et le gardien avait même déjà prévu de récidiver. Comme il sent que le contact s'est créé entre lui et nous, et que nous, on a vraiment cette impression pour nous récompenser, pour nous remercier de cette attitude de non-jugement qu'on peut avoir envers lui. Il nous dit, les gars, vous êtes sympas avec moi, on va à l'appartement, on va dans mon appartement, je vais vous donner quelque chose. Il nous dit, allez, cherchez dans cette gaine d'aération derrière le coude. On va chercher et on retrouve un deuxième préservatif usagé. Un deuxième préservatif avec le même ADN. Sans les aveux du gardien, le petit ami de la voisine aurait pu être mis en examen pour le viol et le meurtre d'Audrey. Un crime qu'il n'avait pas commis. Et il aurait sans doute eu le plus grand mal à prouver son innocence. Jean-Luc Caillez ne revient pas sur ses aveux au procès et sera donc condamné en 2008 par la cour d'assises d'Évry à la peine maximale prévue pour ces faits. La réclusion à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Lorsqu'il pourra faire une demande de remise en liberté conditionnelle, en 2027, il aura 70 ans. Pour élaborer son scénario machiavélique, Jean-Luc Caillez s'est inspiré d'une série télé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut faire très attention, qu'il ne faut pas dévoiler toutes nos recettes, toutes nos techniques dans ces séries télévision. Les gens peuvent s'en inspirer, la preuve en est. Donc je crois qu'il faut être très vigilant à ce sujet. On peut très bien communiquer dans ce domaine, parce que je sais que ça intéresse vraiment les personnes, mais sans dévoiler vraiment les recettes, les techniques qui vont nous permettre d'obtenir, de faire parler l'ADN. Dans le domaine de l'ADN, quelle découverte pourrait-on faire encore qui aiderait le travail des enquêteurs de la police judiciaire? Alors, dans un avenir proche, on pourrait imaginer travailler sur d'autres segments d'ADN. On parlait tout à l'heure de profil partiel ou d'ADN incomplet. Donc, il serait bien de travailler sur des segments qui nous permettraient d'obtenir donc toujours des profils complets. Et je crois que si on pouvait réduire le temps des analyses, les enquêteurs et nous-mêmes, nous serions très, très heureux. Gagner du temps, encore du temps. L'ADN a posé son empreinte indélébile sur le monde criminel. Et s'il peut parfois brouiller les pistes, on garde surtout à l'esprit qu'il scelle le sort des vrais coupables, qu'il innocente les faux accusés et qu'il représente, comme c'est le cas aussi en médecine, un véritable espoir. Un espoir pour les victimes d'aujourd'hui et d'hier
attendant la résolution de l'affaire qui a bouleversé leur vie.